Bonjour. Je crois que vous serez d'accord avec moi que s'il y a une chose importante à faire en fin de vie, c'est de rendre nos patients confortables. La fin de vie peut être un moment très précieux, mais il ne peut pas l'être si on tire son doigt sur la tête parce qu'on a des douleurs qui ne sont pas bien contrôlées. Et donc nous avons un devoir médical, mais aussi un devoir moral de faire en sorte que nos patients aient le traitement optimal de la douleur. Et c'est pour ça que je veux vous parler un peu ce matin de notre stratégie dans la question. Je n'ai aucun conflit avec l'industrie pharmaceutique. Et ce que je veux vous faire voir aujourd'hui, c'est comment il est possible d'utiliser une molécule peu utilisée, mais pourtant très utile pour obtenir ce confort. Si je mets ma main sur le poêle, mon doigt retire immédiatement le bras et la main parce qu'il vient de se brûler. Un sentiment de douleur fulgurant est arrivé dans ce doigt. Pourquoi? Parce que sur les nerfs de ce doigt, il y a des récepteurs à l'acidité, des récepteurs à la chaleur, des récepteurs à l'écrasement mécanique. Et lorsque ces récepteurs sont stimulés, voilà qu'ils vont laisser rentrer du sodium à l'intérieur de la cellule. Ils marchent tous avec le même système. Et l'entrée de sodium crée une dépolarisation et une excitation comme une petite étoile orange. Cette petite étoile orange se met à filer le long du nerf pour arriver jusqu'au cerveau et lui dire qu'il y a du mal. Comment file-t-elle? Elle prend les nerfs, un nerf fibre C, une fibre delta rapide. Elle arrive à la corne postérieure et elle s'approche d'un autre neurone avec lequel elle va faire un synapse. Et l'autre neurone, lui, va entraîner le signal jusqu'au cerveau. Le problème, c'est que ces deux neurones ne se touchent pas. Et donc, quand j'ai un petit train d'étoiles rouges qui arrive de mon doigt, quand il arrive ici, pour le recréer à la même vitesse et avec autant d'étoiles, il faut trouver une solution. La solution, on crée une pluie de petites billes jaunes. La pluie de petites billes jaunes, c'est du pluie de glutamate de sodium. Si chaque fois qu'une étoile arrive ici, une bille jaune rentre dans l'espace intersynaptique et que cette bille jaune est captée par le deuxième nerf avec un sodium, alors chaque fois qu'un sodium est rentré là, un sodium rentre là aussi, et il y a une stoichiométrie parfaite entre les deux. Notez qu'il y a ici un récepteur à la morphine, aux opiacés. Si vous agissez sur ce récepteur, vous changez la densité des billes jaunes. Alors, vous mettez un petit peu de morphine, au lieu d'avoir 100% de billes jaunes, il y a 80% des billes jaunes qu'on extrait. Un peu plus, il y a 50% des billes jaunes. Encore un peu plus, il n'y a plus de billes jaunes du tout. Quand il n'y a plus de billes jaunes du tout, il n'y a plus de douleur du tout. C'est le glutamate agit dans le neurone, dans des petites vésicules qui coalescent et qui laissent passer les billes jaunes, qui vont trouver un récepteur, et le glutamate rentre dans ce récepteur avec un noyau sodium. Ceci donne une excitation, recrée une étoile jaune ou étoile rouge dans le deuxième nerf, au prorata de l'entrée de sodium par là. C'est la transition normale. Voilà le premier nerf, voilà les opiacés de la morphine, par exemple, les opioïdes, pardon, la morphine qui trouve des protéines qui répondent à ça pour moduler des enzymes dans la cellule qui vont moduler le relâche de petites billes jaunes. Alors voilà, j'ai du mal, et ce mal est important, il est sensible aux opiacés. Je prends à peu près 40% de la dose requise, j'ai 50% moins mal, mais j'ai encore du mal, je prends les entre-doses, entre mes doses, pour contrôler le mal. Le lendemain, le docteur regarde ça, il prend les entre-doses, il les met dans la dose, il met dans une plus grande dose, 80% de ce qui est requis, et j'ai encore besoin d'une entre-dose ou deux. Le surlendemain, il a mis les entre-doses dedans, j'ai maintenant 100% de la dose requise, je n'ai presque plus mal. J'ai mal à 1 sur 10. Et mon cerveau est parfaitement normal, je n'ai pas de signe d'imprégnation d'opiacés. Mais si mon docteur continue à m'en donner un peu plus, alors qu'il n'y a plus de mal, eh bien, je commence à voir que mon attention devient fluctuante. Madame, pouvez-vous me dire les mois de l'année? Oui, docteur, voyons donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Très bien.
Pouvez-vous les dire à l'envers? Novembre, décembre, novembre, octobre, septembre, il n'y a pas de R au mois d'août. Quand le cerveau marche lentement, il ne sait plus comment passer de septembre à août. Monsieur, ça fait combien 100 moins 7? Ben, ça fait 93. Et 93 moins 7, qu'est-ce que ça veut dire? 93 moins 7, il ne sait pas que 7 c'est un 3 et un 4. Et il est incapable de dire, je fais 87 moins C, 86. Il est comptable dans la vie. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Travail cognitif est affecté parce qu'il y a trop d'opiacés, d'opioïdes qui ont été produits. Et donc, ceci est le premier signe d'un surdosage. Et on note qu'on peut avoir une disparition de la douleur sans aucun surdosage quand on a la bonne dose. Et quand on n'a pas, on peut avoir par ailleurs d'autres stimulations douloureuses que celles que je viens de vous décrire. Des stimulations qui viennent lorsque le nerf est directement affecté ou lorsqu'il y a eu une stimulation intense et prolongée d'une neurone à douleur. Voilà la première situation. Et si cette excitation est répétée de façon très importante, un noyau à côté du noyau vu tout à l'heure, qu'on appelle le noyau NMDA, perd un bouchon de magnésium. Quand le bouchon de magnésium sort, le calcium et le sodium peuvent rentrer, et ceci va modifier la cellule qui devient hyperexcitée. Et donc, elle envoie un signal de douleur, et ce signal de douleur est dû à du sodium et du calcium qui rentrent, mais pas par un mécanisme que l'on peut moduler avec les opioïdes, puisqu'ils rentrent directement, indépendamment du glutamate. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, vous allez voir que ce noyau qui vient de perdre son magnésium laisse maintenant rentrer le sodium directement. Le malade a maintenant des crises d'instabilité, son neurone est instable, la moindre de choses lui donne de la douleur. Vous touchez sa peau et ça lui fait mal. Avant, ça lui faisait pas mal, mais là, c'est interprété comme de la douleur. On voit que l'allodynie, cette peau qui devient sensible, s'étend. Elle s'étend d'autant plus que le neurone qui l'a subi devient de plus en plus long. On appelle ça le wind up en anglais. Ce petit neurone devient un grand neurone. Et maintenant, au lieu de couvrir une partie de l'espace de la peau, et il couvre une très grande partie de l'espace de la peau, l'allodynie a augmenté. C'est un signe que ce neurone est surstimulé par sa situation. Et évidemment, on a une réponse qui devient incomplète aux opiacés. Le malade a de plus en plus mal, dit « Donnez-moi encore de la pilule, docteur, parce que j'en ai pas assez. » Et pourtant, il y a déjà des signes qui commencent à réfléchir lentement. Et c'est clair, ce n'est pas donner plus d'opioïdes qui va régler le problème, puisque ce n'est plus une douleur opioïde dépendante. Cette douleur instable, croissante, qui donne de la dysesthésie et de l'allodynie, est extrêmement importante et on peut s'en occuper. Comment? Alors, on regarde qu'on a un soulagement partiel aux opiacés, on regarde qu'il y a des signes de toxicité avec un mauvais contrôle, on va essayer de réintroduire un bouchon dans le canal NMDA. Qui, c'est pas un magnésium, le magnésium est parti. Alors on va essayer d'introduire un bouchon. Quel bouchon? La méthadone. La méthadone, le voici le canal NMDA. Et vous voyez qu'ici il y a une petite pochette, et dans la pochette qui est là, on met un magnésium. Quand il y a un magnésium, tout est bloqué. Enlever le magnésium, il n'y a plus de pochette. Mais on peut rajouter dans l'autre pochette ici en dessous de la kétamine ou de la méthadone, et là on vient bloquer le bouchon de nouveau. On a stabilisé de NMDA. Le sodium ne peut plus rentrer là-dedans, le neurone ne peut plus être super excitable. Dans la méthadone, dans 1 mg de méthadone, 50% est de la méthadone L et 50% de la méthadone D. Ce sont deux configurations différentes de la même molécule. La méthadone L est environ 10 fois plus puissante que la morphine. Comme il n'y a que 0,5%, que 50% de méthadone L dans 1 mg, la méthadone LD est 5 fois plus puissante que la morphine. Et puis il y a le D. Le D n'a aucun effet sur les récepteurs mûrs. C'est un anti-NMDA, c'est un bouchon à NMDA parfait. Ainsi donc, la méthadone est un analgésique de synthèse puissant, qui ne coûte presque rien. C'est un très vieux médicament. Les compagnies pharmaceutiques n'ont aucun intérêt dans la méthadone. C'est un médicament puissant,
mais qui a aussi un effet sur le NMDA, ce que les autres opiacés, opioïdes, n'ont pas. Et notre intérêt n'est absolument pas sur le côté opioïde de la molécule, mais sur le côté anti-NMDA de la molécule. Et il suffit souvent de très peu de méthadone, donc de très peu d'anti-NMDA, pour restaurer une imperméabilité normale à ce noyau. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en co-analgésie. Quand on l'absorbe, elle est absorbée rapidement par la bouche, à peu près à 100%, en sublingual, à peu près à 50%. Elle est excrétée, elle se lie aux protéines tissulaires de façon très importante, moins de 1% reste circulant. Et dans les premiers jours de méthadone, on en envoie beaucoup pour stocker dans les tissus. Quand le stock est plein, on va réduire un peu la méthadone parce qu'on n'a plus besoin d'en mettre dans les tissus, on veut seulement celle qui marche sur la douleur. Cette redistribution est obtenue entre 5 et 8 jours. Elle est métabolisée avec de nombreux systèmes et il y a de nombreuses interactions métaboliques avec toutes sortes de médicaments. Et c'était un grand problème quand on utilisait beaucoup de méthadone, parce qu'on pouvait avoir des réalités qu'on ne contrôlait pas. Et c'est éliminé par le tube digestif et le foie. On peut donner la méthadone aux gens en insuffisance rénale. On va la trouver en général avec des comprimés de 1 mg, et je vais vous montrer qu'on n'a jamais besoin en co-analgésie de plus que des comprimés de 1 mg. On peut le trouver aussi en sirop, 10 mg par millilitre. Ça veut dire qu'un dixième de millilitre, qui est une toute petite quantité, contient 1 mg et peut être mis sous la langue et absorbé par voie transmuqueuse, même chez un patient comateux et qui n'est plus capable d'avaler du tout. Et donc, on va pouvoir continuer la méthadone si elle est utile jusqu'à la fin de la vie. Et on va le donner. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'une partie de la douleur est réfractaire aux opiacés et il suffit de peu de méthadone pour restaurer la situation. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va garder les mêmes médicaments et on va garder les mêmes opiacés. On va faire un bon examen mini-mental pour savoir de où on part en termes d'habilité cognitive. Et si quelqu'un ne sait pas avant la méthadone comment compter les mots à l'envers, il ne saura pas plus après. Et là, j'ai perdu mon objectivation. Et on revise les interactions avec les médicaments qui sont présents à bord et on commence à administrer 1 mg, 2 mg 2 fois par jour ou 3 fois par jour. En général, j'utilise 3 fois par jour et j'augmente jusqu'à ce que j'ai le résultat optimal, mais en allant lentement. Si le malade devient somnolent, eh bien, je saute une dose ou je saute 2 doses. Si après la première dose, il devient somnolent, je réduis à 50%. Et comme la première dose, c'est 1 mg, mais je ne connais personne qui ait fait un coma par excès d'opiacés avec 1 mg de méthadone. Si j'avais donné 50 mg, ce serait très différent. Et donc, c'est beaucoup plus sécuritaire avec des petites quantités. On surveille la tension, surtout au début. On saute une dose s'il le faut pour réduire la dose et trouver un nouvel équilibre. Et on réduit la méthadone de 30% après 5 jours parce qu'il n'y a plus de stockage dans les tissus. Ceci va permettre de contrôler de l'NMDA. C'est très souvent efficace. Ça permet de ne pas rajouter des autres opiacés, mais évidemment, il faut un peu plus de surveillance au début. Voilà un monsieur de mon hôpital qui est travailleur social. Ce monsieur a 68 ans. Il consomme de l'héroïne depuis 20 ans. Il le consomme pour des raisons récréatives. Les gens qui sont des consommateurs ont tout le temps besoin de plus de médicaments que les autres parce qu'ils ont émoussé leur situation. Ce monsieur a un néopulmonaire, un cancer du poumon à gauche, des métastases cérébelleuses, des douleurs très intenses au bras gauche, au cou. Il ne peut pas tousser parce que ça lui fait mal de façon importante. Il ne peut pas lever les bras en l'air tellement ça lui fait mal. Il a une région d'allodynie quand je lui caresse de l'oreille au coude et je lui fais mal. Et je sais qu'il a une compression médulaire à la résonance magnétique. Et je sais aussi qu'on lui a fait de la radiothérapie pour essayer de contrôler ça, puis qu'on ne peut plus lui en faire d'autres. Et donc, la seule façon que j'ai essayé de trouver une façon pharmacologique. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend déjà de l'hydromorphone en longue action, 12 mg par jour, et en courte action comme entre-dose, à raison de 8 mg par jour, soit 20 mg d'hydromorphone par jour. Ceci est un peu l'équivalent de 20
mg de méthadone par jour, puisque, comme la méthadone, l'hydromorphone est 5 fois plus puissant que la morphine. Il prend déjà de la prégabaline, de l'acétaminophène. Il a une réponse partielle, il est très mal contrôlé. Il ne veut pas retourner à la maison sans être confortable. Je peux augmenter l'opiacé, je peux rotationner un autre opiacé, je peux introduire de nouveaux médicaments et augmenter encore plus avant le nombre de pilules, ou je peux essayer un anti-NMDA, et ça va être mon choix. Comme c'est un monsieur qui prend de façon récréative des opioïdes, je vais commencer avec 3 mg, et c'est le cas où je commence avec la plus haute dose, qui est de 3 mg 3 fois par jour. Avec 3 jours de ce traitement, la douleur au bras est disparue. La mobilisation des bras est normale. Il n'y a aucune évidence de surdosage. Le calcul mental est parfait. Il ne consomme plus d'entredose, ce qui montre qu'il n'a plus mal, et il a une douleur moyenne autour de 1 sur 10. Il a pris 9 mg par jour, donc 45 mg d'équivalent morphine de plus. J'ai augmenté un petit peu sa morphine, mais ce n'est pas ça qui a fait l'effet. C'est l'anti-NMDA qui a fait l'effet. Ce malade va se stabiliser avec une douleur entre 1 et 3 par jour. J'ai réduit la méthadone à 2 mg 3 fois par jour, donc de 1 tiers, après 5 à 7 jours, parce qu'il n'a plus besoin de l'autre tiers de stockage. Et je lui donne congé. Il s'en va dans un hôpital chronique, un CHSLD, parce qu'il vit seul. À cette époque où j'ai vu ce malade, il fallait un permis pour prescrire la méthadone. Mais ce n'est plus vrai. J'ai donc dû devenir temporairement médecin de ce CHSLD. Merci, monsieur le directeur de ce CHSLD, qui est assis ici, pour me permettre de continuer la méthadone chez ce malade, qui est décédé après 3 semaines, évidemment beaucoup plus confortable. Si j'avais dû lui donner seulement de la méthadone, j'aurais dû donner 20 mg par jour. Mais là, je lui donnais seulement 9 mg par jour. Et donc, les chances de complications avec la méthadone sont beaucoup moins grandes quand tu donnes de très petites quantités. La coanalgésie a donc été ici extrêmement utile. Un autre monsieur, Néo d'Hippocréas, je le vois en clinique externe. Donc, il vient de la maison. Il est tellement souffrant qu'on le met sur une chaise roulante, il ne peut pas marcher, et surtout, il ne peut pas s'allonger sur un lit. Parce que quand on l'allonge sur un lit, la douleur est à 10 sur 10. On peut lui faire de la radiothérapie, mais on ne peut pas, parce que pour lui faire de la radiothérapie, il faut l'allonger sur une table. Donc, il n'est pas capable. Il est sous fentanyl, il prend des entredoses sous-cutanées d'Amperos, de bromophone, et il en prend 24 mg par jour. Donc, il prend de grandes quantités d'opiacés. En fait, il prend 220 mg par jour d'équivalent morphine. Est-ce que son fentanyl est bien absorbé? Oui, la peau est normale, la graisse sous la peau est normale, le fentanyl doit être absorbé. Est-ce que l'hydronoforme par la bouche est mal absorbé? C'est possible. Quand tu as un cancer digestif, mais ton absorption de médicaments, des fois, ça ne marche pas. Je lui injecte de l'hydromophone sous-cutané, il répond très bien. La douleur passe de 8 sur 10 à 5 sur 10. Donc, je sais qu'il répond encore aux opiacés, mais il y a quand même des composantes neuropathiques importantes. Alors, je vais augmenter son fentanyl, rajouter 1 mg 3 fois par jour et de méthadone et l'envoyer à la maison sous la surveillance de sa femme et avec un suivi téléphonique par moi et mon infirmière et notre infirmière. Une femme formidable qui va l'appeler tous les jours. Après 8 jours, la douleur est diminuée à 3 sur 10. Sa radiothérapie a pu être faite parce que maintenant il peut se coucher. Il va évoluer avec un très bon contrôle pendant 1 mois. Puis au bout d'1 mois, il y a un problème familial majeur et il arrête tout médicament et il meurt. Mais ce dernier mois n'a pas été l'enfer qu'il était quand je l'ai vu en externe. Je vous fais remarquer que je n'ai pas eu besoin d'hospitaliser ce malade pour lui trouver un traitement efficace. Voilà un monsieur qui a un cancer de ORL, un cancer de la parodie gauche. Quand on a des cancers de la bouche ou du rectum, les 2 bouts du tube digestif, on a très souvent des douleurs importantes. Et on a très souvent besoin de méthadone. Lui, il a des pics douloureux de l'hémiphèse gauche. Il ne se rase plus parce qu'il ne tolère pas le rasoir sur sa face. Et il a un ralentissement psychomoteur marqué qui montre qu'il est surdosé aux opioïdes.
Il prend 21 mg d'hydromorphone sous-cutané, des entredoses sous-cutanées, ce qui lui donne l'équivalent de 330 équivalents de morphine par jour. Donc, de très grosses doses. Et pourtant, il est souffrant et somnolent. Eh bien, si je rajoute des opiacés, il va être encore plus somnolent, il ne sera pas moins souffrant, puisqu'il est déjà en excès. Alors, nous allons faire quoi? Parce qu'il a un tube de levine dans le nez, et que je pense que le tube de levine dans le nez participe à la douleur pour un cancer ORL, je vais lui donner la méthadone sous forme de liquide. 0,2 mg, donc 2 ml, donc 2 mg de méthadone, sublingual, en lui demandant de bien le faire circuler dans sa cavité orale. Et voilà que cela va lui permettre, en gardant évidemment le reste de sa médication. En 24 heures, plus d'allodénie. Mange de nouveau. Aucune autre dose. Et je n'ai pas réduit les opiacés de façon importante. On va finir par les réduire parce qu'il en aura besoin de moins en moins. Et certainement que j'ai retrouvé un confort. Il prenait 330 milléquivalents. Maintenant, il prend 33. Il aurait fallu qu'il prenne 33 mg par jour si je n'avais donné que de la méthadone. Mais en fait, il a eu besoin de 6 mg par jour. Avec 30 mg par jour, s'il y a un problème d'interaction, ça peut créer des difficultés. Avec 6, ça va en créer 10 fois moins. Le tube de levine a peut-être été également aidé dans cette question. Hop. Voilà un monsieur qui a une névragie du trijumeau. En général, moi, je ne vois pas de gens qui ont des douleurs chroniques. Mais il a 68 ans. Il a déjà été opéré par en neurochirurgie. Il prenait du Tegretol, des médicaments que l'on prend pour enlever la douleur neuropathique dans le trijumeau. Ça donne un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. Lui, il l'avait. On n'était plus capable de continuer la carbamazépine. Et donc, le neurologue, qui sait que je m'intéresse à la douleur, me dit « Viens on le voir parce que moi, je ne sais plus quoi faire. » Alors, je vais voir le monsieur, et puis je vois qu'il a une douleur lancinante, une allodémie faciale importante, il est sous oxycodone. Et je vais commencer une petite dose de méthadone 3 fois par jour, et je garde les autres co-analgésies. Après quelques jours, le malade arrête de prendre tout oxycodone. 0 dose et 0 entre-dose. La seule chose qu'il prend, c'est ma méthadone. Et il va vivre pendant 1 an avec cette méthadone-là. Moi, je vais le perdre de vue après 1 an parce que je ne suis pas un docteur de soins de douleurs chroniques. Je suis un docteur de soins palliatifs. Je l'ai donc transféré à une équipe qui fait de la douleur chronique. Ce n'est pas la même philosophie, la douleur chronique et la douleur palliative. Vous comprendrez très bien. Donc, ce malade-là a répondu merveilleusement à une très petite quantité de méthadone. Il prenait 120 mg d'équivalent morphine, maintenant il n'en prend que 30. Il n'était pas soulagé et maintenant il est parfaitement soulagé. Je vais sauter le 5e cas pour avoir le temps de vous dire que certains malades qui reçoivent de la radiothérapie ont des douleurs importantes dans la bouche, un peu de méthadone dans du jus de raisin, la bouche recrachée, on n'a pas le temps de tout absorber, on a un effet local, ça peut être extrêmement utile. Et puis, il faut savoir que si un de nos malades développe un champignon dans la bouche, du muguet, mais on va avoir des docteurs qui vont leur donner des anti-champignons, le fluconazole, par exemple. Ça arrête complètement le métabolisme de la méthadone. Alors, si tu prends 30 mg de méthadone et qu'on donne la fluconazole, c'est comme si tu en prenais 90 mg. Tu t'endors complètement. Tu t'endors complètement et même tu vas à la salle de soins intensifs parce que quelquefois tu as besoin d'avoir un traitement important. Et donc, c'est une complication importante de la méthadone. Et lui, il a maintenant des très petits... Lui, quand on lui donne du fluconazole, il n'a que 1 mg de méthadone ou 3 mg par jour, 1 mg 3 fois par jour. Mais avec 9 mg ou avec 3 mg de méthadone, on n'arrête pas de respirer. Donc, on est dans une zone de confort et de sécurité qui n'existait pas avant. Si on arrête la méthadone qui a stabilisé le noyau NMDA va laisser un noyau NMDA stable. Et donc, le malade, après avoir arrêté sa méthadone, peut avoir quelques mois
de répit de sa douleur avant que ça revienne, avant que le noyau des NDA se réactive. Et donc, c'est toujours utile de donner, dans les cas qui le méritent, une brève période d'exposition à la méthadone. Quelquefois, ça peut avoir 6 mois d'effet. C'est peu coûteux, c'est très efficace, ça peut être donné jusqu'à la fin de la vie. Ça a une longue demi-vie, des fois on peut le donner qu'une seule fois par jour et c'est beaucoup moins toxique. Les patients vont donc avoir de très petites doses qui minimisent les risques de surdosage et de toxicité. L'effet anti-NMDA, c'est ça qui est recherché. Évidemment, l'effet opioïde est là aussi, et ça potentialise un peu l'opioïde qui était déjà prescrit. C'est acceptable. Les gens ont peur d'être des junkies quand on leur donne la méthadone. On leur explique que le junkie prend 80 mg par jour devant le pharmacien, que lui, il prend 3 mg par jour sans aucun pharmacien, que ça n'a rien à voir avec les junkies. Ça réduit le risque de développement d'hyperalgésie. Ça permet il faut évidemment bien surveiller le malade, surtout au début, en particulier l'état cognitif du malade avant et après l'introduction. On augmente les doses lentement, on utilise la plus petite dose efficace, on recherche des signes de surdosage régulièrement, et on utilise des entredoses encore, en calculant l'entredose avec la somme des opioïdes donnés, méthadone plus l'opioïde qui était inboard. Et on surveille bien nos malades, et on les traite évidemment pour la constipation, comme on ferait pour n'importe qui prend des opioïdes. Je termine en vous disant que cette présentation très courte, qui veut vous introduire à l'utilité d'une coanalgésie avec un second opiacé, que l'on donne non pas pour la raison opiacée, mais pour la raison NMDA, est très bien décrite dans un document de la Société des médecins de soins palliatifs que nous avons créé il y a maintenant 4 ou 5 ans. Cette société a fait des documents qui sont utiles pour ses membres, dont un sur la méthadone en coanalgésie. Il y a 46 pages à ce document. Et toutes les questions qu'on peut se poser sur les interactions, sur la façon, sur comment faire, sont extrêmement bien décrites dans ce document qui sera sur la petite clé USB qui va vous être remise ou que vous trouverez sur le site Paliscience qui est géré à la maison Victor Gadebois. Vous pouvez y accéder sans aucun coût. Ce document recense toute la littérature médicale existant au sujet de la coanalgésie à la méthadone. Je vous remercie de votre attention.